Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à l'émission Le Grand Déballage sur les antennes de Burkina Info TV. Il est l'un des candidats importants de la dernière présidentielle au Burkina Faso. Il était donc deuxième de la présidentielle. Actuellement chef de file de l'opposition politique, M. Zéphirin Diabré est sur notre plateau aujourd'hui. Monsieur Diabré, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau de la télévision Burkina Info. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes le chef de file de l'opposition politique. Vous avez accepté notre invitation sur notre plateau aujourd'hui. Nous vous souhaitons donc la bienvenue. Comment va le chef de file de l'opposition? Je me porte très bien, à la fois sur le plan physique, Dieu merci, sur le plan aussi politique, je crois. Nous sommes dans une dynamique qui a démarré depuis ce que je pourrais appeler le retour à la démocratie à la suite des élections de 2015. Nous faisons notre travail comme il se doit et je crois que notre voix est entendue. Alors, Zéphirin Diabré, 2 ans, 6 mois après, vous avez décidé d'organiser un meeting. Quand je parle de 2 mois, 6 mois après, je me réfère du 28 octobre 2014, oui. le grand meeting voilà, donc de l'opposition politique. Est-ce là la rentrée politique de l'opposition le 29 avril? Non, les thèmes de rentrée politique sont un peu trop pompeux, ça n'a rien à voir. Et puis, ne faites pas le parallèle avec le dernier meeting qu'on a fait là sous l'ère Blaise Compaoré. Il se trouve simplement qu'à cette étape de la réorganisation de l'opposition, on a pensé qu'il était bon de faire ce que tout parti politique et toute opposition sait faire, c'est-à-dire rassembler les militants, leur parler, dresser avec la situation nationale et leur donner des perspectives. C'est dans cet esprit-là que ce meeting est organisé. Un meeting de contestation du pouvoir en place? Mais les meetings de l'opposition sont toujours des meetings de contestation. Ce n'est pas pour applaudir, hein. Ça ne se passe pas comme ça dans aucun pays au monde. D'autant plus que ce soit ici ou ailleurs, quand on est dans l'opposition, il y a des motifs d'être critique, surtout dans le Burkina d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on l'a intitulé meeting de protestation. Mais au-delà de ça, vous n'avez quand même pas oublié dans le message que je vous ai envoyé que ce sera l'occasion pour l'opposition de dévoiler une nouvelle plateforme autour de laquelle nous comptons maintenant organiser le combat. Alors, vous comptez organiser le combat. Est-ce là une occasion pour vous de revenir sur le mémorandum que vous avez rendu public il y a quelques mois déjà? Il est clair que certains éléments du mémorandum, sinon même la totalité, restent d'actualité, puisque les observations qu'on a faites en son temps, les critiques qu'on a formulées demeurent. Les mots que nous avons dénoncés demeurent aussi. Mais on s'est dit qu'il fallait peut-être changer de méthode. Au lieu d'attendre un an pour dresser le constat de ce qui a été fait ou n'a pas été fait, c'est mieux qu'à l'avance, on fasse état de nos revendications, si l'on peut dire. Et que comme ça, à la fin de l'année, on voit si l'action gouvernementale a permis de les satisfaire ici ou là. Alors, Zéphirin Diabré, avec ce meeting, est-ce là une pression de vos militants ou des militants de l'opposition politique qui ont souhaité que vous montrez déjà que vous êtes fort en matière de mobilisation? Non, pas du tout. Si on veut montrer qu'on est fort, on ne parle pas uniquement à la maison du peuple. Vous voyez, nous avons l'habitude de faire des meetings et des marches. Ça se passe à la place de la nation. Non, et puis, la notion de pression n'est pas appropriée. Mais je dois dire qu'il y avait un certain nombre d'impatience et peut-être aussi d'inquiétudes qui sont liées à la situation nationale et aux problèmes que vivent les gens. Les gens attendent de l'opposition qu'elle soit le porte-parole de leur malheur. Voilà. Et si vous ne le faites pas, on a parfois le sentiment que peut-être vous êtes en connivence ou que vous ne faites pas ou vous ne jouez pas bien votre rôle. Donc il est normal qu'à cette étape-là, on ait ce meeting-là qui n'est qu'une série d'actions que nous entendons mener pour la suite de notre engagement démocratique. Alors, ce meeting, est-ce déjà donc une mise en garde du président Roch Kaboré et de son gouvernement sur la gestion actuelle du pays? Non, un meeting ne peut pas être une mise en garde parce que, vous savez, des meetings, il y en aura. Hein. Ça peut être un début, hein? Non, mais il y en aura beaucoup. Il y en aura même éventuellement des marches meetings même. Non, un meeting est un instant dans lequel on fait le point d'un combat politique et où on s'adresse surtout à ses militants et ses sympathisants pour leur donner un certain nombre d'informations, pour les ragrandir et pour les remobiliser. Et en publiant notre plateforme-là, tout le monde verra d'abord que l'opposition s'intéresse vraiment aux problèmes qui assaillent les Burkinabés, vous tous, hein, à longueur de journée. Et que sur chacune des grandes questions qui posent problème au Burkina Faso et aux Burkinabés, nous avons non seulement une opinion, mais aussi une attente ou des attentes. Et nous souhaitons justement que le président du Faso, son gouvernement et la majorité les prennent en compte. Alors, certaines voix s'élèvent déjà pour dire qu'il n'est pas opportun de tenir un meeting au vu de la situation actuelle du pays. Est-ce votre avis? C'est la première fois que j'entends une affaire comme ça. On a vu une interview dans la presse. Oui, mais les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas soumis aux opinions des uns ou des autres. Hein. L'opportunité d'abord de faire un meeting, c'est nous et nos militants qui en jugeons. Ça fait des décennies qu'on fait de la politique, pas forcément nous. Je ne suis pas sûr qu'on se soit posé des questions de savoir si à tel moment il est opportun. La seule question qui éventuellement peut être posée en la matière, c'est la question sécuritaire. On peut dire, est-ce que, du point de vue sécuritaire, mais la question ne se pose pas ici. Le Niger, qui est notre pays voisin,
plus que nous dans l'œil du cyclone. Mais l'opposition manifeste, y compris dans la rue. Il y a eu, je crois, malheureusement, d'ailleurs, un mort il y a quelques jours là sur le campus. Oui, le Mali, qui est l'épicentre de la lutte contre le terrorisme, l'opposition manifeste bruyamment dans la rue et elle dépose même des motions de censure contre le gouvernement. Voyez, donc cet argument-là, il ne tient pas compte, enfin, il n'est pas valable ici. Donc, c'est un faux procès éventuellement qu'on fait à l'opposition politique aujourd'hui. Ceux qui ont cette opinion, ça c'est leur liberté, mais ce n'est pas à eux de nous dire si l'opposition doit rassembler ses militants pour leur parler. D'ailleurs, à longueur de journée, les partis politiques le font. Parfois à votre insu. Il m'arrive même souvent dans les quartiers, ici, le week-end, d'aller faire des meetings. Ce n'est pas parce que ce n'est pas retransmis dans la presse que ça ne l'est pas. Donc, venez nous dire que ce n'est pas opportun, mais chacun a son jugement. Voilà. Et au cours de ce meeting, clairement, qu'est-ce qu'il est attendu de Zéphirin Diabré et des autres responsables de l'opposition politique? Des messages forts? Mais c'est ce que je vous ai dit. Vous allez demander qu'on réoriente aujourd'hui la politique gouvernementale? Venez, vous saurez. Je ne vais pas dévancer Liguandalo, je ne vais pas dévoiler tout. Je vous ai dit que ce sera l'occasion de donner encore une opinion sur la politique gouvernementale et puis donc de dévoiler cette plateforme-là. Et on le fera, ça tombe bien, quelques jours après un exercice que j'ai vu un peu pathétique de notre Premier ministre, qui est venu défendre un peu son action dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de la nation. Vous voyez, c'est un discours qui était complètement déconnecté de la réalité. Heureusement d'ailleurs que le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas des nôtres, a eu l'intelligence, si je puis dire, de prononcer le vrai discours sur les relations. Ah oui, donc vous surfez sur ce que Salif Diallo a dit contre Paul Kabatiba. C'est lui qui surfe sur ce que nous disons, parce que nous avons toujours dit, nous avons toujours mis en exergue les insuffisances qui sont celles donc, de ce gouvernement. Et il est quand même intéressant d'entendre qu'au sein même de la majorité, des voix aussi s'élèvent pour dire la même chose que nous. Vous étiez là quelques jours avec un monsieur qui s'appelle Laurent Bado, qui est de la majorité, dont le parti est au gouvernement et a même un ministre. J'écoutais ses propos. C'est des propos qu'un opposant aurait pu même tenir ou ne même pas tenir. Il y a de cela quelques semaines, je lisais une interview d'un autre monsieur, membre éminent de la majorité, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence M. Bénéondé Sankara, qui prédisait, tenez-vous prêts, qui prédisait une nouvelle insurrection. Parce que, dit-il, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que donc ce qui a fait tomber Blaise Compaoré là est toujours là. Ça, c'est grave. Mais ça vient de quelqu'un de la majorité. Et puis donc, il y a cette sortie récente là, ce recadrage, c'est ce que vos confrères de la presse disent, du Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale, qui a d'abord, et c'était important, tenu à lui rappeler que nous ne sommes pas des ennemis. L'opposition n'est pas l'ennemi de qui que ce soit. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes des citoyens, nous sommes des patriotes qui avons risqué notre vie pour faire l'histoire de ce pays récent-là. Donc, on n'a rien contre notre pays, mais notre rôle en tant qu'opposant, c'est de porter la critique. Et le devoir du gouvernement et de son chef, c'est de nous écouter. Est-ce que l'impression que vous avez aujourd'hui, c'est le fait que le gouvernement actuel n'a pas compris l'esprit de l'insurrection d'octobre 2014? On a cette impression, y compris malgré le fait que ceux qui sont à la tête du pays étaient avec nous sur les barricades. Et je crois que c'est là que vient la plus grande déception. Quelques exemples, la question de la corruption. Demandez un peu dans les ministères, dans les services, c'est reparti au galop. La question de la politisation de l'administration, qui était un slogan sur lequel on s'est battu là, il n'y a pas à peine quelques mois, c'est encore reparti. Le copinage, c'est reparti. Les marchés, gré à gré, c'est reparti. L'absence de soins ou de soucis sur le pouvoir d'achat des populations, tout ça, c'est reparti. Beaucoup de mots que nous avons tous dénoncés ensemble. Je me revois encore, côte à côte, en train de parcourir les artères de Ouagadougou en son temps là. On dirait qu'une fois arrivés au pouvoir, ils ont oublié. Et c'est ça qui fait le lit du grand mécontentement auquel on assiste aujourd'hui. Ce mécontentement n'est pas seulement uniquement celui des insurgés, si on les appelle, nous autres là, et puis tous ceux qui étaient dehors, mais c'est l'ensemble de la population qui ne se retrouve pas parce que les gens voulaient un vrai changement. Et ils ont le sentiment d'avoir été floués. Donc la rupture tant attendue finalement n'a pas lieu aujourd'hui. Sortez et demandez à n'importe quel Burkinabé, il va vous dire la rupture tant attendue, tant souhaitée, n'a pas eu lieu. Et vous disent, mais on a l'impression de vivre les mêmes choses. Mais forcément, c'est les mêmes acteurs, puisqu'ils étaient là aux côtés du président Compaoré pendant 3 décennies, ils étaient les principaux adjoints, les enfants chouchous, si l'on peut dire. Malgré ça, ils auraient pu quand même, parce qu'ils sont passés par l'opposition avec nous, parce qu'ils ont été en quelque sorte décontaminés au bon sens du terme, ils auraient pu revenir, parce qu'ils ont participé à l'insurrection, avec une nouvelle manière de faire la politique. Malheureusement, comme on dit là, les chiens ne changent pas les manières de s'asseoir. Vous pensez que le pouvoir a changé totalement les attitudes d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas compris que le peuple insurgé attend toujours des actions concrètes de développement? Je pense qu'ils n'ont pas eux-mêmes changé. Ils n'ont pas pris la mesure un peu des événements que nous avons vécus. Donc ils n'ont pas compris que les gens attendaient une véritable rupture. Et bon, c'est pas tard, ils peuvent toujours se rattraper. D'ailleurs, quand j'écoute certains dans la majorité, je vous dis, les propos que les gens de la majorité tiennent en privé sont beaucoup plus féroces que ceux que l'opposition tient.
ça montre bien qu'il y a en leur sein une certaine prise de conscience qu'il faut qu'ils collent aux aspirations donc des insurgés. Alors, les gens ne disent pas ça pour les mêmes raisons. Il y en a par exemple qui disent ça parce qu'ils sont déçus qu'au lendemain de la victoire, on ne les ait pas appelés à des postes de responsabilité. Le MPP, c'est un parti où les gens sont venus essentiellement pour des postes. Hein. Beaucoup d'ailleurs ont rejoint le trio RSS, comme on l'appelle là, non pas parce qu'ils les aimaient, mais parce qu'ils étaient persuadés, convaincus qu'ils allaient avoir le pouvoir. Donc beaucoup sont venus par opportunisme. Et donc quand ils ne sont pas payés en retour, la critique est féroce. Alors quand on prend l'exemple du Premier ministre Paul Kabatieba, oui, qui a parlé de croissance de 4 à 6% aujourd'hui, selon lui, le Burkina Faso is back. Est-ce votre opinion, Zéphirin Diaby? Il le sait très bien, un économiste, le taux de croissance, ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire, une croissance, c'est quoi? C'est le calcul d'un produit intérieur brut, mais tout dépend de ce qui tire ça. Vous avez un pays qui n'a pas de pétrole cette année, qui a du pétrole l'an prochain, qui envoie beaucoup, vous faites 15% de croissance. Mais quel est l'impact de ça sur le vécu quotidien des uns et des autres? C'est ça la réalité. Donc, quelle est la distribution des produits de la croissance? C'est ça qu'il faut qu'il regarde. Et comme l'a dit, lui a conseillé d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, il faut... Diallo apparemment est votre référence. Non, c'est bien parce que, vous savez pourquoi? Oui. Nous, quand nous critiquons, vous dites, oui, mais c'est normal, c'est des opposants, donc ils ne sont pas d'accord. C'est ça, non? C'est votre manière de voir les choses. Mais quand maintenant ça vient même de l'intérieur du système, ça veut dire au moins que quelque part c'est objectif, puisque je me dis que quelqu'un qui est du système ne peut pas être contre son propre système. Donc s'il le dit, c'est une sonnette d'alarme qu'il tire. Et il lui a conseillé de ne pas rester dans les bureaux et de recevoir des rapports, mais d'aller sur le terrain pour voir un peu le vécu quotidien des gens du pays réel. Mais ça, vous savez, c'est quand on parcourt, ou quand on a parcouru les campagnes, les communes, les villes, nous tous on connaît, hein, tous les recoins de ce pays-là. C'est là qu'on connaît ce que les Burkinabés ressentent vraiment. Bon, quand on n'a pas fait ça, c'est pas tout facile, c'est souvent compliqué. Alors, vous, aujourd'hui, quand vous voyez la gestion actuelle du pays, oui, est-ce que vous êtes pessimiste, Zéphirin Diaby? Je suis mécontent. Voilà, je suis mécontent parce que je m'attendais à mieux et je souhaitais que nos anciens camarades hein, du CFOP, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, avec qui donc, nous avons fait l'insurrection, en tout cas, soit à la hauteur des attentes. Je suis aussi déçu voilà, qu'ils ne soient pas là, mais je ne peux pas souhaiter l'échec de mon pays. Vous voyez, quelque part, même pour nous autres, c'est compliqué. Parce que quand les gens regardent, on dit, oui, mais vous étiez ensemble, non? C'est vous les insurgés. Un jour, j'étais avec un vieux qui est passé me saluer, qui me dit, oui, voilà, lui, il ne comprend pas. Le pays a commencé, ça ne va pas du tout. Bon, j'essaie de l'expliquer, c'est pas facile. Il me dit, non, il faut leur parler. Je dis, mais je ne peux pas leur parler. On n'est plus du même camp. Ils sont au pouvoir, c'est pas la même chose. Et puis, il y a des tables là. Oui, mais ça, c'est avant. Ils ont pris leur âme, ils le gèrent, ils le bouffent. Notre rôle, c'est d'être opposant et de mettre des opinions. Mais vous avez cette possibilité d'aller rencontrer le président comme votre titre de chef de file vous le permet aujourd'hui? Non, je ne peux le faire que s'il m'appelle. Sinon, je ne me lève pas pour aller voir le chef d'État. Mais je veux dire, mais quelque part, ça nous fait mal à nous tous. Qu'on ait fait cette aventure-là, et que les gens disent, mais finalement, vous n'avez pas changé quoi que ce soit. Parce que tous les insurgés, on a tendance à les mettre dans le même sac. Et ça pose problème. Certains ont tendance à dire clairement que la crise n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Là, c'est encore plus grave. Quand on écoute, en tout cas dans les quartiers, quand on écoute les jeunes, quand on écoute tous ceux qui sont en manque, tous ceux qui sont au chômage, tous ceux dont l'économie ne démarre pas, les questions de pouvoir d'achat, tous ceux qui sont révoltés par la corruption, les marchés publics, les gré à gré qu'on distribue de main à main aux hommes qui ont financé donc, pendant la campagne pour qu'ils se remboursent, c'est vrai qu'il y a un sentiment de révolte. Vous voyez, et nous sommes interpellés. Chaque jour que Dieu fait, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes, de gens qui passent un peu au CFOP, bon, et qui expriment leur colère, ou qui vous soumettent des problèmes qui n'ont absolument rien à voir avec le rôle d'un chef de file de l'opposition. Voilà. Quelle réponse vous leur donnez? Vous les rassurez que vous allez finalement prendre les choses en main? En quoi je peux les rassurer? Disons par exemple 2020, ce sera peut-être votre année. Non, ça c'est une question politique. Je veux dire, ils connaissent bien mon rôle et ses limites, donc je ne peux qu'écouter, mais ça me donne au point, à moi et à tous ceux qui sont à l'opposition, en tout cas la mesure de ce que j'appelle la détresse sociale, dont il faudrait qu'on s'en occupe rapidement. Mais cela doit être une opportunité politique pour vous de savoir que ça ne va pas, que les gouvernants actuels ne s'en sortent pas. C'est pour ça que nous travaillons, que nous faisons des meetings, que nous rassemblons les gens, que nous parlons et que nous participons à des émissions. C'est pour que les Burkinabés sachent que nous aussi, peut-être, nous avons une autre vision sur ce que l'on peut éventuellement faire là pour nous sortir de ce bourbier. Alors, on se rappelle bien qu'au niveau de l'Assemblée nationale, oui, vous avez parlé de Salifou Diallo tout à l'heure, qui a clairement dit que la Banque mondiale et le FMI n'étaient pas l'alternative au développement d'un pays. Cela avait créé une véritable polémique. Vous-même, vous avez tenu à lui répondre en son temps. Oui, les propos, je ne les partage pas pour les mêmes raisons. Personne n'a jamais dit que quelqu'un vienne de dehors pour nous aider et faire notre développement de place. Ça, au moins, je suis d'accord. Le développement est un phénomène qui doit être endogène. C'est nous-mêmes qui devons faire notre développement. Mais pendant que nous cheminons, si un partenariat peut être noué avec quelqu'un, une institution, et que dans ce partenariat, nous sommes intelligents pour quelque chose de bien, il ne faut pas s'en priver.
la Banque mondiale et le Fonds n'obligent pas un pays à venir vers eux. Nos pays sont allés de manière souveraine depuis l'indépendance. Écoutez-moi bien, depuis l'indépendance, nous sommes membres de ces institutions. Combien de régimes sont passés ici, y compris le régime de la révolution de Thomas Sankara, qui n'a pas rompu le lien. Personne, aucun des régimes qui s'est succédé dans ce pays depuis l'indépendance n'a dit on sort de la Banque mondiale et du Oui, Fonds. mais Thomas Sankara avait une autre approche qui n'était pas forcément cette dépendance de l'aide extérieure. Je vous dis qu'il n'est pas sorti du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Mais le Burkina ne dépendait pas. Attendez. Oui. Fidel Castro en est sorti. D'autres révolutionnaires en sont sortis. Ici, non. Ça veut dire donc quand même qu'il y a eu une certaine lecture. Ça veut dire quoi? Qu'il se dit, c'est pas la peine que je sorte, mais je vais me battre pour avoir le meilleur pour moi. C'était son approche. C'est ça que nous on doit avoir. Mais il ne peut pas passer le temps à fustiller des institutions qui ne font que leur travail. Sinon, on estime qu'on n'a pas besoin d'eux. On ferme le bureau de la banque et du fonds qui sont ici et ils rentrent chez eux. Mais si nous acceptons qu'ils soient là, ça veut dire que nous acceptons de coopérer. Maintenant, c'est vrai, c'est à nous, dans notre coopération, comme avec tout le monde, même dans les relations commerciales normales, c'est à chacun de faire en sorte que ses intérêts soient sauvegardés. Alors, ce paradoxe que l'on constate entre le président du Parlement qui dit que les institutions de Bretton Woods ne sont pas les dieux du monde et le Premier ministre avec le PNDS, curieusement, qui va donc à la rencontre de ses partenaires-là. Justement, puisque à Paris, c'était les gens qui étaient là-bas. Tout à fait. C'est la Banque mondiale qui a d'ailleurs fait la plus grosse contribution. Pour vous, est-ce que c'est tout cela qui fait aujourd'hui la zizanie de la gouvernance au Burkina Faso? Et puis, vous savez, moi, je ne m'occupe pas de ça, ça ne nous regarde pas. C'est un régime, ils sont ensemble, c'est à eux d'accorder leur violon. Nous menons notre chemin, nous formulons nos critiques et nos propositions. Si maintenant, parmi eux, il y en a qui trouvent que ce que nous disons, c'est bon, eh bien qu'ils le disent, ça apporte du crédit et les Burkinabés jugent. Alors, le trio RSS, est-ce un obstacle à la bonne gouvernance au Burkina Faso? Je ne personnalise pas les questions. Pour moi, ce n'est pas une histoire de monsieur Intel, monsieur Intel ou monsieur Intel. Pour moi, c'est un nouveau système qui est arrivé et qui ne produit pas les résultats que j'attendais. Voilà, c'est tout. Et donc, mon jugement est sans appel. Certains ont clairement dit que c'est l'ancien système qui s'est renouvelé, alors que vous parlez du nouveau système. Non, enfin, le terme peut être abusif puisqu'ils viennent de revenir. Mais tout le monde sait bien, ce n'est pas un secret, tout le monde sait bien que, y compris moi d'ailleurs, parce que si on a, y compris moi, qu'on est beaucoup dans la classe politique aujourd'hui à avoir été actifs dans le système précédent, certains plus que d'autres. Et certains ont eu des responsabilités plus éminentes que d'autres. Ça, tout le monde le sait. Donc forcément, quand on le dit, on ne fait que répéter une vérité de la palissade. Alors, le 29 avril, c'est le premier meeting grandeur nature, donc l'opposition politique. Oui. Après le 29, il y aura d'autres rencontres politiques de cette Attendons nature. le 29. Disons, souhaitons et invitons nos camarades, nos militants, nos sympathisants à venir. C'est la maison du peuple. Bon, ce n'est pas dans la rue. Pour que l'on puisse avoir cette première communion-là entre militants de l'opposition, avec l'opposition, ses sympathisants et les citoyens qui veulent, qu'on puisse délivrer notre message, porter à la connaissance des Burkinabés, donc notre plateforme, et puis on va continuer le combat. Ça, c'est notre rôle. Nous sommes là pour préparer l'alternance, puisque vous me dites tout cela qu'il y en a qui ont dit que ce n'est pas opportun. Je rappelle aux uns aux autres que l'UPC ni le CEFOP n'a pas un contrat politique avec l'MPP. Et nous ne sommes pas leur filiale. Donc on n'a pas à attendre ce qu'ils jugent bon ou pas bon pour avancer. Nous allons continuer à dérouler notre programme parce que c'est pour ça que nous avons décidé de faire la politique. Est-ce une manière pour vous d'anticiper la campagne de 2020? C'est quand même loin 2020. Voilà, mais c'est une opportunité politique, sait-on jamais? Il faut vivre politiquement. Et de toute façon, 2020 c'est loin. Le souhait que tout homme politique fait pour ce genre de choses-là, c'est d'être d'abord en vie et d'être en bonne santé à la fois physique et politique. Alors, aujourd'hui, est-ce que ce meeting devrait être une opportunité pour vous, Zéphirine Diabré, de réaffirmer votre contrôle sur l'opposition politique? Parce que clairement, on voit qu'il y a des divisions clairement dans l'opposition aujourd'hui. D'abord, le chef de file de l'opposition n'a pas à contrôler l'opposition politique. Il ne contrôle pas parce qu'il n'en est pas le chef. Le chef de file de l'opposition politique est ce qu'on appelle le porte-parole attitré. Ce n'est pas moi qui ai fait la loi, c'est d'ailleurs ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont fait la loi quand ils étaient à la tête du CDP. Que faites-vous aujourd'hui pour que la loi soit revue, pour être au moins un peu plus à la hauteur de vos attentes éventuellement? Non, parce que une loi ne peut pas imposer un chef et ne peut pas imposer un format d'organisation. Ce n'est pas possible. Les partis politiques se créent librement, leurs leaders sont libres. Ce qu'on souhaite seulement, c'est que comme il y a le pouvoir et qu'il y a l'opposition, il faut bien trouver une formule. Que si par exemple le pouvoir veut s'adresser à l'opposition, il y ait une porte par laquelle elle entre. Et on a estimé que le premier de la classe, c'est-à-dire le parti qui a le plus grand nombre de députés, était au moins le plus crédible. Parce que si vous prenez quelqu'un d'autre, ça peut amener un problème. Mais ceci est une courroie de transmission pour moi. Mais ça n'empêche pas les partis d'opposition de mener leurs activités comme ils veulent. Et il y a des factions qui se créent maintenant dans oui, l'opposition politique. Ce n'est pas des factions, c'est des coalitions. Des coalitions, mais qui vous fragilisent sans Non, doute. pas du tout. N'oubliez pas que la première coalition qui est née, c'est celle que moi je préside. La coalition des forces pour oui, le vrai changement. Oui, c'est ça. C'est moi celle que je préside. Oui. C'est nous qui avons commencé. C'est vrai que c'est une ancienne coalition, mais on aurait pu ne pas la réveiller. Pourquoi?
Parce que dans l'opposition, les opinions sont diverses, les parcours sont divers, et même les références idéologiques sont diverses. Vous avez des socialistes, des sociodémocrates, des communistes, des libéraux, etc., des sociolibéraux. Donc il est quand même bon que les gens, au-delà de ça aussi, puissent se regrouper en termes d'affinité. D'autant plus qu'on n'a pas le même message à porter. Sous l'ancien CFOP, on avait eu combien de candidats à la présidentielle? On peut compter. Le président Roch Marc Christian Kaboré, c'était lui. Il y avait moi, il y avait Benewende Sankara, il y avait Tahirou Bari, Ablassé Ouedraogo, Sarah Sereme. Rien que 6, sans compter le reste. Adama Kanazoé, ça fait déjà 7. 7 au minimum, hein, qui étaient actifs. Plus d'autres, mais au moins les 7 là. C'était quand même une opposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi même à nous entendre autour d'une seule candidature. Donc ce n'est pas obligé. Donc l'opposition doit garder son caractère pluriel en respectant un peu la liberté des uns et des autres et se retrouver dès lors qu'il y a l'essentiel. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez fait un communiqué, hein, notamment pour dénoncer l'attitude d'Ablassé Ouedraogo de façon autrement. Et puis dans ce communiqué, avant de revenir sur la CODER, vous avez clairement défini que l'opposition était divisée en 2 groupes. Il y a ceux qui se réclament de l'opposition, mais qui n'appartiennent pas au CFOP aujourd'hui. Mais d'abord, rectifions les choses, hein, vous employez des termes qui ne correspondent pas. Je n'ai pas dénoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de la mission que la CODER a conduite à Abidjan et au propos qu'il a tenu, j'ai été assailli. Et le CFOP a été assailli. Parce que beaucoup de gens, bon, qui ne comprennent pas un peu, pensaient que ces propos-là relevaient un peu d'un message du CFOP. On a même eu une réunion avec les OSC la semaine passée, jeudi de la semaine dernière, où la question qui n'était pas prévue à l'ordre du jour est venue sur la table. Et beaucoup d'OSC ont commencé à se plaindre. Donc, quand j'ai expliqué, ils m'ont dit, mais faites un communiqué pour expliquer bien, parce qu'on ne comprend pas tout ça. Pour nous, quand un opposant parle, c'est qu'il parle avec votre permission. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que j'ai jugé utile de clarifier les choses et de dire d'abord qu'au sein de l'opposition, comme au sein de l'association des journalistes, comme au sein du syndicat des commerçants. C'est le rapportement facile que vous pouvez faire. Je veux dire, chacun, quand vous parlez, vous vous exprimez en tant que journaliste, vous n'engagez pas l'ensemble de l'association. De la même manière, au sein de l'opposition, quand un chef de parti s'exprime, il engage lui-même d'abord. Sauf s'il a été mandaté par l'opposition. Mais ça aussi, on le dit. Donc, si quelqu'un a des comptes à demander, ce n'est pas à moi, chef de file, qui doit venir demander, qu'il aille directement le voir pour demander. Vous voyez, c'est le premier paragraphe donc, du communiqué. Et j'en ai profité pour clarifier, c'est vrai, dans l'opposition, tous les partis ne sont pas obligés de travailler avec le chef de file de l'opposition. C'était valable hier et c'est valable aujourd'hui. La loi, n'est-ce pas une insuffisance éventuellement de cette loi? Non, il faut regarder, parce que d'ailleurs, certains à l'époque avaient dit, quand j'ai créé mon parti, je n'avais pas besoin de l'avis de quelqu'un. Chef de file, ça veut dire que c'est le parti qui a le plus grand nombre de députés. Mais je m'en fous de lui. Pourquoi est-ce qu'il faut que je travaille avec lui? Et c'est vrai. Ne viennent travailler avec le chef de file que ceux qui veulent être dans une dynamique de groupe pour lui permettre de porter la parole. Non, je comprends ça tout à fait. Et hier, beaucoup de partis qui disaient d'opposition ne venaient pas du tout et n'ont jamais mis pied au CFOP. Donc aujourd'hui, c'est normal aussi que certains partis choisissent de ne pas travailler avec le chef de l'opposition. Ce qui nous permet de rentrer vif dans le sujet donc, de la CODER. Vous appréciez, oui ou non, la démarche de la CODER aujourd'hui? Je n'ai pas apprécié ni à non apprécier. Chaque groupe de partis se forme en fonction des objectifs qu'il poursuit. Par contre, je peux vous dire que sur la question de la réconciliation, je pense et j'apprécie que la réconciliation est une question très importante pour la vie actuelle et future de notre pays. Maintenant, tout dépend de ce que l'on met dedans. Voilà. Allez voir l'ancien président, vous étiez chef de file, vous avez mobilisé des gens pour qu'on puisse le chasser du pouvoir, il est parti. Allez le revoir pour parler de réconciliation, est-ce que vous pensez que c'est normal? Non mais attendez, il faut qu'on soit clair, on ne pourra pas non plus parler d'élection, on parle de réconciliation, ça concerne tout le monde. Même Blaise Compaoré. Bien entendu, vous ne pouvez pas faire ça sans lui. Maintenant, il faut définir le rôle, mais vous aussi. Donc on réconcilie qui est qui? Si on parle de réconciliation, c'est tous les acteurs qui sont concernés. On ne peut pas choisir de voir un tel, alors on ne parle pas de réconciliation. La CODER a bien annoncé ici d'ailleurs, à l'avance, son programme d'activité. Je crois que, mais après, maintenant, ils vont voir, je crois, le premier Zida, non? Ils ont dit qu'ils voient tout le monde. Personne n'a trouvé quoi à redire. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit la visite elle-même qui cause problème. Je crois que c'est les propos qui ont été tenus après qui ont vexé certains. Donc, si on parle de réconciliation, il est clair qu'on est obligé d'aller voir tout le monde. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que l'Ashkroun, qui a été interrogé il y a 24 heures, a dit aussi qu'il n'excluait pas d'aller voir Blaise Compaoré. Si on parle de réconciliation, ou on la veut ou on ne la veut pas. Maintenant, quitte à ce qu'on ne s'entende pas, mais il est clair qu'on ne peut pas dire qu'on parle de réconciliation et on dit qu'on ne voit pas tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous savez que dans l'opinion, ce déplacement vers Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire a été totalement mal désapprécié par les Burkinabés? Mais les Burkinabés sont libres d'apprécier, mais c'est à la CODER de s'expliquer. Est-ce que c'est peut-être une question d'opportunité, etc. Mais ça doit être expliqué. Moi, mon parti n'est pas membre de la CODER. Nous avons un slogan de campagne qui est notre combat politique, qui est d'ailleurs le nom de la coalition que nous avons créée, c'est le vrai changement.
Mais la CODER a créé une coalition, et elle dit, la question qui m'intéresse le plus, c'est la réconciliation. C'est son droit. Quand elle a été créée, on ne l'a pas interdit d'activité. On n'a pas pris un décret pour dire qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont même été reçus par tout le monde, y compris par le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale. Mais quand ils vont là-bas, ils disent qu'ils parlent de la réconciliation, non? Et ils disent qu'ils voient tout le monde. Comment s'étonner après? Donc, ils font des voyages. On n'a pas à s'étonner. Si on estime que ce qu'ils font là, c'est contre la loi, on prend un décret ou une loi et on interdit. Mais on ne peut pas dire, on les laisse faire les activités, mais à ce moment-là, n'allez pas ici et pas là. Non, il faut être objectif. Il faut être objectif. Est-ce qu'on peut se réconcilier sans solder les questions de justice dans un pays? Pas du tout. Et ça, justement, c'est ma position toujours et celle de beaucoup de Burkinabés, vérité, justice et réconciliation. Dans cette affaire-là, en fait, il y a quoi comme problème? Il y a deux types de problèmes qui, historiquement, n'appartiennent pas à la même période. Il y a d'abord ce que moi j'appelle le vieux stock de comptes non soldés de notre histoire. Parce que, Dieu merci, au Burkina Faso, on n'a pas une guerre civile. On n'a pas une guerre de religion. On n'a pas des musulmans contre des chrétiens, contre des protestants, etc. On n'a pas de guerre ethnique. On n'a pas des Moussis contre des Gouroussis. Ça n'existe pas chez nous. On n'a pas de rébellion. On n'a même pas de guerre civilo-politique. On n'a pas l'UPC qui a pris les armes contre le MPP, etc. Ce que d'autres pays ont. Donc, notre problème de réconciliation, il est spécial. Il vient en réalité de quoi? Il vient historiquement de certains crimes de sang qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Ces crimes de sang ont commencé vraisemblablement avec l'avènement du CSP1. Certains disent que la première victime, je ne fais pas de comptabilité, c'était Négien Badembié. Et puis ça s'est suivi. Donc des familles ont vu leurs fils, leurs pères, leurs enfants, victimes d'un certain nombre de mesures, qui ont perdu la vie, certains torturés, fusillés, sans qu'on leur ait dit qu'est-ce qu'il a fait, qui a fait quoi. Donc ces familles se sont senties un peu exclues du tissu national. C'est comme s'ils n'étaient pas des Burkinabés comme les autres. On a fait la journée du pardon, mais apparemment ça a laissé un goût amer, puisque bon, tout le monde n'a pas... Cela n'a manifestement pas servi à grand-chose. Ça n'a pas adhéré, parce qu'on n'est pas allé au fond. La question n'est pas de réunir les gens pour dire on se réconcilie. Les gens veulent savoir la vérité. Il y a des enfants qui ont 30, 35, 40 ans aujourd'hui, qui vous disent, mais mon père a été tué dans ces événements-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qui l'a tué et pourquoi? En Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une opération vérité-réconciliation où les gens sont venus. On dit, voilà, le boulot de ton papa. Qu'est-ce qu'il a fait, papa, pour qu'il le tue? Le gars dit non et il explique. Parfois, ça finit même par des embrassades. Donc, ces gens estiment que la nation les a exclus d'une certaine manière. C'est comme ils ne sont pas burkinabés comme les autres. Donc, la réconciliation. Mais il y a un deuxième problème de réconciliation qui est né de l'insurrection, qui est que, à la suite du combat politique, des gens ont perdu le pouvoir. Il y a eu un certain nombre aussi de problèmes. Dans tous les deux camps. Dans le cas des insurgés, il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans le camp des insurgés. Il y en a eu beaucoup moins dans l'autre camp. Chez nous, il y a eu des morts qui attendent aussi que justice soit faite parce qu'ils disent, mais mon enfant est sorti pour aller à une marche du CEFOP contre l'article 37, on me ramène un cadavre, pourquoi? Est-ce que vous avez la mort de tous ces jeunes-là sur votre conscience en tant que chef de file de l'opposition à l'époque? Si vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé? Oui, pas la responsabilité personnelle, mais c'est vrai que émotionnellement, ça pose un problème. Parce qu'on est sorti pour un combat, tout le monde s'est engagé, nous tous, et il est clair que les gens ont perdu la vie, pour nous tous en réalité. Donc il faut que justice quelque part soit rendue. Donc je reviens à mon propos. Il y a eu une insurrection qui a donc créé une nouvelle situation. Non seulement il y a ça, mais il y a le fait qu'un parti a perdu le pouvoir. Eux, ils s'estiment brimés parce qu'ils estiment que non seulement, bon, on a brûlé leur maison, bien que ce ne soit que des biens matériels quand même, comparé aux vies humaines, on les a exclus de la vie politique et qu'on continue à exercer vis-à-vis d'eux une certaine ostracisme, la justice les poursuit, etc. Donc eux aussi, quelque part, se sentent quelque peu comme n'appartenant pas à la collectivité nationale. C'est tout ça le problème de réconciliation. C'est cette globalité-là qu'il faut qu'on mette au centre d'un débat. Maintenant qu'on trouve la vraie formule pour opérationnaliser le concept vérité, justice et réconciliation. Alors, quand on regarde la démarche de la CODER, elle s'apparente nettement à ce qui a été donné à voir à la population au cours notamment de la journée nationale du pardon. Je suis mal placé pour commenter ça. C'est à eux qu'il faut demander. On a l'impression que vous ne voulez pas beaucoup parler de la CODER parce que ce sont vos camarades politiques. Oui, mais je ne suis pas membre de la CODER. Si nous avons une réunion, et je veux être très précis avec vous, nous avons une réunion à laquelle ils ont demandé que la question soit prise par l'ensemble de l'opposition. J'ai donné mon accord et l'ensemble des autres partis ont donné leur accord. Donc j'espère qu'on va avoir maintenant une démarche parce que le préalable, c'est que nous avons dit, pour faire ça, il faut qu'on définisse la démarche et la vision et qu'on s'accorde là-dessus. J'ai été invité par vos collègues de la presse à un panel, je crois, qui doit avoir lieu. Ils m'ont dit, mais M. Sefop, venez nous parler un peu de la réconciliation. Et je lui ai dit, j'aurais bien aimé venir, mais en tant que chef de file,
je ne sais pas quoi dire parce que pour le moment, au sein de l'opposition, on ne s'est pas entendu sur la démarche. Quand on va s'entendre, vous me connaissez, je n'ai pas peur d'un débat, quand on va s'entendre et que je sais qu'on s'est entendu, que sur la question de la réconciliation, voilà la position de l'ensemble de l'opposition, comptez sur moi pour la porter sur mes épaules. Est-ce que déjà dès l'entame, ce ne sont pas les autorités qui ont facilité l'action de la CODER parce qu'ils ont été reçus par exemple par le président du Faso? C'est normal que le président du Faso reçoive les partis politiques ou les individus qui demandent à le voir. Vous savez, eux, ils sont partis le jour même, l'homme, les gens qui vont la nuit là-bas, on ne peut pas les citer. Ah oui. Donc, s'il est ouvert au dialogue, c'est quand même son droit. On ne peut pas dire qu'il est là pour écouter tout le monde. Donc, si un groupe de partis politiques ou un parti politique, je sais qu'il a reçu même souvent certains partis politiques individuellement, bon, je ne vois pas un problème à ce qu'il puisse les recevoir, échanger avec eux. Bon, mais je lis dans la presse tout à l'heure qu'il apporte un démenti à un certain nombre de déclarations qui seraient faites par des gens de la CODER suite à l'audience qu'il leur a accordée. Bon, tout ça, c'est pas bon. Voilà, il faut qu'on fasse attention. Tout ça, c'est pas bon. Ça montre bien que toute la démarche là, il faut qu'on l'encadre sérieusement. Parce que quand on dit qu'un tel a dit et un tel n'a pas dit, ça, c'est pas très bon. Et c'est même pas bon que le bureau d'un chef d'État soit obligé de faire ce genre de démenti-là. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Aujourd'hui, clairement, est-ce qu'il faut désavouer la CODER dépasse sa démarche, lui demander de s'inscrire résolument dans la dynamique de l'opposition politique? On ne peut pas lui demander ça. Mais elle est venue déjà pour s'inscrire, puisque je vous ai dit qu'ils m'ont rendu visite. Ils sont venus au siège du CEFOP. Ils ont demandé à ce que l'ensemble de l'opposition prenne en charge la question. Ça ressemble à de la comédie. Puisque déjà ils étaient avec vous, ils vont créer une section et ils reviennent encore vous voir. Non, ils n'étaient pas avec nous. Il y a 3 qui sont au niveau du CEFOP. Les autres ne sont pas au CEFOP. Donc, dans le texte là, quelqu'un qui est au CEFOP peut créer une alliance avec quelqu'un qui n'est pas au CEFOP. Ça ne pose absolument aucun problème. S'ils avaient trouvé sans aucun doute d'autres personnes au sein du CEFOP, je pense qu'ils l'auraient mis avec eux. Donc, ce n'est pas une comédie. Ils sont venus, donc, je répète, nous voir. Ils ont posé la question, le problème. Sur le principe, on a dit, effectivement, c'est une question d'intérêt national. Si ça peut faire avancer le pays, il n'y a aucun problème. Maintenant, le préalable, et je me répète, le préalable, c'est qu'on s'assied d'abord et on mettait une commission en place pour nous dire, la réconciliation là, voici la vision. On va réunir l'ensemble des partis d'opposition. Et on pose ça. Est-ce qu'on est d'accord que tous ensemble, là, voici la vision? Une fois qu'on a fait ça, moi, en tant que chef d'équipe de l'opposition, donc porte-parole attitré, je n'ai absolument aucun problème à endosser et à commencer à marcher. N'est-ce pas là un piège peut-être qu'étant la CODER à la classe politique pour redonner une autre image de l'ancien président Blaise Compaoré avec les images qui ont été publiées ou Ablassé Ouedraogo qui ne se gêne pas pour dire qu'il a pardonné même à la population et tout bon, ça, je ne rentre pas dans ça, mais vous savez, en politique, hein, toutes les motivations sont à prendre. L'essentiel pour nous est d'abord 2 choses. Est-ce que nous pensons tous que la question de la réconciliation est une question importante pour l'avenir du pays? Moi, je pense que oui. Maintenant, c'est ce qu'on met dedans. S'il s'agit d'entrer dans le fond des choses, comme vous dites là, qu'on ait la vérité, d'abord sur tous ces crimes de sang qui ont émaillé l'histoire de nos pays. Que, par exemple, les parents de Dabo Boukari sachent ce qui s'est passé, que les parents d'Intel sachent ce qui s'est passé, que la nation toute entière se mette ensemble, que ceux qui ont commis des fautes, voilà, etc. Que, par exemple, aussi, dans le courant des derniers mois, dernières années, il y a eu un certain nombre de faits politiques qui sont passés. Qu'on sache, par exemple, tous les jeunes qui sont morts le 30, le 31, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on le sache aussi, parce qu'on ne le sait pas encore. On mène des enquêtes, pour nous, on ne sait pas. Bon, il y a eu des saccages de biens, etc. C'était spontané, ça a été commandité. Tout ça, il faut qu'on le sache. Qu'on réinsère les gens dans le jeu politique, à ce moment, je pense que le pays aura gagné. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut qu'on s'accorde sur la méthode. C'est là où je sens la difficulté, parce que tout le monde ne voit pas la démarche de la même manière. Or, si on n'a pas une démarche qui est homogène, autour de laquelle on s'accorde, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Et la démarche. Sinon, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter. Il faut éviter la comédie qu'on a eue la fois passée, donc finalement... Vous me rejoignez finalement avec le mot comédie. Non, non, mais ça, je parle de la journée de pardon. Ben oui. Non, vous savez pourquoi je dis ça? Oui. Parce que quand on fait le compte, hein, ce n'est pas les familles qui ont gagné, c'est des politiciens qui ont gagné. Parce que ça a permis à des gens de faire carrière. Voilà, le gouvernement d'union nationale, etc. Ça, ce n'est pas l'objectif. La réconciliation n'est pas une affaire qui doit finir par un deal, et ça ne veut pas dire qu'on se met ensemble pour... Donc vous pensez que la CODER a des ambitions de... Non, non, je n'ai pas dit ça. Je vous donne ma position. Je dis que ce qui s'est passé dans le temps là, ça, il faut éviter ça. Nous, on doit mettre au centre de nos préoccupations le souci et le sort des familles qui sont concernées. C'est ça. Et si c'est tant qu'elles sont satisfaites qu'on pense que la question a été résolue. Tant qu'elles ne sont pas satisfaites, la question n'est pas résolue. Voilà. C'est ça le challenge que l'on a. Alors, certains ont clairement dit que la CODER voudrait profiter justement de cette situation pour arriver
à la mise en place éventuellement d'un gouvernement d'union nationale? Je n'ai pas entendu ça de leur part. De toute façon, c'est le chef de l'État qui éventuellement met cela en place. Hein. Bon, donc ce n'est pas une coalition Sur ce qui plateau, l'une des propositions qui a été formulée par Laurent Gbagbo, c'est un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous y êtes favorable avec tous les partis politiques? Je n'ai pas réfléchi à la question. Je n'ai pas réfléchi à la question. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois que sur une question nationale, le gouvernement nous a sollicité en tant qu'opposition pour apporter notre contribution, on n'a pas hésité. Par exemple, sur la Constitution, sollicité qu'on soit là, on a posé des conditions, on s'est rencontrés, on a discuté, ils ont accepté, l'opposition fait partie de la Commission constitutionnelle. Donc normalement, on doit faire campagne ensemble si un référendum est programmé. Pour le oui? Oui, bien entendu, puisque sinon on se dédie. Si le texte reste en l'état, attention. S'il y a d'autres questions, dans mon discours que j'ai fait devant le congrès du MPP, j'ai dit sur la question du terrorisme, nous sommes disposés à ce qu'on travaille ensemble parce que quand les terroristes attaquent là, ils ne font pas de différence entre UPC, MPP, etc. C'est la nation qui est en péril. Asseyons-nous, discutons. Bon, c'est vrai que jusque-là, je n'ai pas eu de réponse de leur part. J'estime quand même que la question est suffisamment grave. Je m'attendais à ce qu'eux, quand même, se disent, bon, mais si l'opposition a tendu une perche, asseyons-nous et discutons pour voir comment est-ce qu'on peut déjà avoir la même compréhension, le même discours et affronter ce danger, la question de danger national. Pour toute question où la vie de la nation est en danger, il est clair que toute opposition responsable ne peut pas refuser de discuter avec ceux qui sont au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire forcément accepter ce qu'ils disent ou se compromettre dans je ne sais quel... Est-ce que les discussions peuvent éventuellement déboucher sur la participation de l'UPC à un gouvernement? Un homme politique ne peut dire ça, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous savez, on peut dormir ce soir, se lever avec une situation qui est différente. On ne peut jamais dire ça. Notre position est bien connue. Quand nous sommes sortis de l'élection, nous avons poursuivi notre travail d'opposants, parce que nous estimons que le schéma qui était proposé n'était pas celui du vrai changement. Bien qu'on n'ait pas eu de discussion avec eux. Pas du tout, c'est normal, ils ont choisi, ils ont approché les partis qui étaient proches d'eux pour travailler. Je vous dis, c'est une question qui concerne la vie nationale. Aucun opposant sérieux ne peut dire « je ne vais pas apporter ». Et d'ailleurs, vous savez, contribuer à résoudre une question ne veut pas forcément dire aller au gouvernement. C'est ça aussi qu'il faut qu'on dise. Les gens croient que c'est en allant au gouvernement qu'on contribue. Non. Quand par exemple l'opposition fait une proposition sur une question donnée, elle a contribué. Elle n'a pas forcément besoin d'être rétribuée par un poste de ministre. Et d'ailleurs, un patriote doit estimer que je peux apporter ma contribution sans qu'il en soit ainsi. Ici, il y a de ça quelques semaines, le groupe parlementaire UPC était à Bobo Dioulasso sur la relance de Bobo Dioulasso. On a fait des propositions. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu la moindre réaction. Vous les avez transmises à qui de droit? Normalement. Alors, certains ont cru à un moment donné que Zéphirin Diabré pouvait être le premier ministre de Roch, Christian Kaboré. Bon, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils tiennent ça, mais ils ont oublié qu'il était quand même candidat à la présidence de la République en 2015. Voilà. Et que je n'ai pas fait un score immense, mais je n'ai pas fait un score médiocre non plus. Bon, donc, la question ne se posait pas en son temps, et aujourd'hui, chacun est dans son rôle. Est-ce qu'au vu de la situation actuelle du pays, si on vous faisait appel pour être Premier ministre, vous allez être d'accord? Je n'ai pas réfléchi à la question. Vous n'êtes pas contre non plus, hein? Non, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas réfléchi à la question. La question n'est pas d'être Premier ministre de je ne sais pas un tel. La question est de savoir si on peut travailler pour que le pays avance. Et ça, c'est notre débat. Et toutes ces questions-là, il faut les poser et discuter. Moi, je suis opposant et je prépare l'élection. Là, le mot est lâché. Donc, là, le mot est lâché. Vous préparez 2020. Non, disons, je prépare l'alternance. Je prépare l'alternance. Mais sérieusement, donc, mais vous savez, nous sommes des journalistes, nous aimerions bien avoir des réponses souvent assez catégoriques. Vous les aurez pas. Non, je ne peux pas dire ça parce que je vous dis, moi, je suis à l'opposition actuellement et j'anime l'opposition. Et forcément, mon rôle, c'est d'abord de regarder un peu les erreurs que les gens font. Et ils en font beaucoup. Hein. Ils en font beaucoup. Et quand on fait des erreurs comme ça, normalement, ça fait qu'il y a des mouvements électoraux. Les gens changent. Et moi, je reçois beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, vraiment, on n'a pas voté pour vous, mais vraiment, on regrette. » Ah bon, vous savez, prochainement, vous faites beaucoup attention. Mais beaucoup vous ont dit ça et puis ils n'ont pas voté pour vous en 2015. Vous savez que souvent, les gens sont très appréciatifs. Oui, ça, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Donc, ça peut arriver. Mais mon schéma, d'abord, c'est celui de préparer l'alternance. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que le pays même est dans une situation au bord du gouffre, à votre avis? Il a des difficultés. Il y a un mal de vivre. L'économie ne démarre pas. Et puis, le MPP n'a pas dit qu'il ne peut pas. Le MPP a des cadres compétents, brillants, il y a une flopée de gens. Il n'a jamais dit à l'opposition que sur telle ou telle question, même j'ai besoin de votre... Vous voyez, par exemple, même sur le terrorisme, j'ai fait une offre. Ils ne sont jamais venus me voir pour me dire qu'on en a besoin. Donc pour vous, ils n'ont pas besoin de vous au mais gouvernement ils n'ont besoin de personne. Ils n'ont besoin de personne. Ils ont besoin de... Et ils veulent qu'on les laisse tranquilles
pour bouffer leur âme. Mais ça, on ne fera pas. Puisque si on fait ça, en tant qu'opposant, on n'existe plus. Donc nous, on va continuer notre rôle. Alors si on demandait à Zéphirine Diabré, chef de file de l'opposition politique, de donner une note à ce gouvernement sur 20, combien vous allez leur donner? 11. 11 sur 20. Ouais. Donc ils ont dépassé la moyenne selon vous? Bon, pour être gentil, voilà, donc 11 sur 20. Sinon, si je mets ça, on va dire encore, c'est encore lui. Bon, juste un point de la moyenne. Or qu'ils doivent être à 18, normalement. Un gouvernement doit être à 18. Pourquoi 11 sur 20? Bon, j'estime que, d'abord, ils sont arrivés, mais sur beaucoup de chantiers où lesquels on les attendait, ils n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux. Voilà. Donc ça pose un problème. Bon, en même temps, certains peuvent dire, vous voyez, on est quand même gentils, hein. Ils ont à peine 1 an. Voilà, 1 an et 4 mois. C'est surprenant quand même parce que je m'attendais à une note inférieure à 10. Non, je ne suis pas, moi, je suis pas de ce. Je donne 11. Mais je dis, j'espère, il faut qu'il soit à 18 normalement. C'est ce que les Burkinabés attendent. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Alors, Zéphirine Diabré, notre aspect de la gouvernance, c'est l'Assemblée nationale, les Oui. tablettes et les 1 million de francs CFA des députés. Oui. Vous avez suivi l'évolution de l'actualité. Certains moments ont accusé des députés issus de l'UPC qui ont accepté finalement prendre ces tablettes et ces millions-là. Avec le recul, est-ce que vous avez donné des consignes claires pour qu'à partir de maintenant, personne ne se laisse embrouiller dans une telle affaire? Donner des consignes claires, c'est trop libre. Vous savez, les gens, quand ils sont en politique et qu'ils sont élus députés, il y a aussi une certaine liberté qu'ils ont. Il y a la discipline du Oui, parti. oui, mais tout le monde n'est pas forcément, enfin, tout le monde n'est pas tenu à ça et puis tout le monde ne la respecte pas à 100%. Bon, il y en a parfois qui arrivent, qui estiment que bon, j'ai été élu, bon, vraiment, je m'en fous éperdument, donc j'ai ce que je veux. On essaie de faire passer le message comme quoi il faut coller aux aspirations des populations. Il faut coller aux aspirations des populations. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas un comportement qui soit en décalage, voilà, de ce que les uns et les autres attendent de vous. Et surtout quand on est un député d'opposition. Mon rôle en tant que président et celui du parti ne peut pas aller au-delà de ça. On n'a pas un moyen de coercition. Donc ce n'est que la sensibilisation. Je crois que sur ces 2 épisodes-là, on s'est expliqué et je pense qu'on a été entendu. On ne peut pas assurer que 100% des députés, notamment de l'opposition ou de l'UPC, seront tout à fait d'accord si encore la situation se produisait. Mais je pense que le message a été entendu. À partir de maintenant, on peut être sûr qu'à l'Assemblée, les députés de l'opposition n'auront pas de comportement hostile à la bonne gouvernance. Non, ça c'est une formule un peu vague parce que ça veut dire quoi, un comportement. On peut juger par des cas particuliers, mais une formule vague comme ça pour dire, ça pose problème quand même. Parce que vous défendez tout de même la bonne gouvernance au niveau de l'opposition politique. Mais vous savez, c'est une question d'interprétation. Hein. Certains peuvent estimer que sur tel aspect, par exemple sur les tablettes, il y en a qui vous disent, mais ce n'est pas nous qui avons demandé, c'est le gouvernement qui nous a offert. Mais si le gouvernement vous offre quelque chose à son assemblée, pourquoi avoir la suspicion que ce soit de la corruption? Parce qu'en fait, la corruption, ce n'est pas au niveau de l'Assemblée, puisque c'est quelqu'un qui a donné au gouvernement. Et le gouvernement donne à l'Assemblée. Donc, c'est entre cette personne-là et le gouvernement-là qu'il faut regarder la trace de la corruption. Ce n'est pas entre l'Assemblée. Certains vous disent ça et ils n'ont pas tort. Alors, ces derniers temps, Zéphirine Diabré, vous avez été pris à partie par plusieurs acteurs politiques. Nous commençons par l'emblématique Souman Touré qui était sur le plateau de Burkina Info. Il a clairement dit que vous êtes le chef de file des criminels parce que vous avez soutenu le coup d'État des IDA au lendemain de la démission de Blaise Compaoré contre la constitution burkinabé. Vous pensez que je vais répondre à ce genre de choses-là? Moi, j'étais adolescent, j'étais encore au lycée municipal, après au collège de la Salle, quand j'allais écouter le doyen Souman Touré à la place de la Révolution. Il s'appelle la place de la Nation. Il était à l'époque à la tête d'un syndicat, la CSB, je crois, où il avait des discours très éloquents pour fustiger le caractère anticolonial ou néocolonial du régime du président Sangoulé Lamizana. Je préfère rester ou garder de lui cette image-là. Donc vous n'allez pas répondre à cette provocation. Et entre vous et Bénédé Stanislas Sankara, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Par médias interposés, c'est Bénédé Sankara qui déclare, vous qui déclarez aussi entre-temps, mais on a l'impresration que vous avez tellement lutté. Depuis quand? Depuis un bout de temps, on sait qu'entre vous, ça ne va pas. Non, depuis combien de temps vous avez eu une déclaration des 2 personnalités que nous sommes? La dernière date de quand? Ça fait quelques mois déjà. Des mois, c'est beaucoup en politique. Même une semaine, c'est beaucoup en politique. Hein. Entre vous et M. Sankara, il n'y a plus de nuages. Tout va pour le mieux. Ce n'est pas question de nuages. Je répondais à des commentaires qu'il faisait. Quand il fait un commentaire qui me concerne, il est normal que je réponde. Parfois, pendant longtemps, je n'ai pas répondu. Mais quand il le fait, je réponds. Parlons à présent donc du fonctionnement de votre parti, oui. L'UPC et les grands chantiers à venir. On sait que l'UPC a été débouté par le Conseil d'État dans les recours que vous avez introduits, notamment en ce qui concerne l'arrêté de la CENI qui ouvrait les municipales partielles du 28 mai dans les communes de Bouroum, Béguedo et Zogoré. Alors, êtes-vous déçu de cette décision qui a été prise? Déçu, non. Je crois que nos avocats ont voulu marquer le coup en disant qu'il fallait éviter de donner à l'impunité une face légale. Parce que le Conseil d'État avait pris des décisions avant. Ce n'est pas qu'on est contre l'inclusion.
Mais quand on prend des décisions de justice, il faut être conséquent avec soi-même. Moi, je ne suis pas un éminent juriste, mais j'ai un peu de bon sens quand même. Vous voyez? Mais surtout, ce qui me pose le problème, c'est qu'il faut revoir le film des événements. On dit il y a élection. Dans un parti, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Ils organisent un scénario pour empêcher l'élection d'avoir lieu. Et on les ramène. Ça veut dire quoi? Que si vous, moi, demain, on est candidat quelque part, et qu'on sent qu'on risque de ne pas avoir, il suffit d'aller mettre le feu à la CECI, ou à la CEPI, ou de faire disparaître le matériel, ou de créer des bagarres. L'élection est reportée. C'est un précédent dangereux pour la démocratie. C'est extrêmement dangereux. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les motivations du Conseil d'État. Est-ce qu'ils ont agi en indépendance? Est-ce que, je ne sais pas. Un déni de démocratie au Burkina Faso par la justice? Oui, tout à fait. Ça pose problème. Alors, vous comptez faire quoi finalement? Vous allez aller dans cette dynamique? On ne peut pas aller au-delà sur le plan du droit. Donc, nous, on a marqué le coup avec l'opinion, on continue. Mais je sens que vous-même, vos commentateurs, ne sont pas tout à fait contents de ce qu'ils ont vu. C'est pas bon. Autre sujet important, c'est l'arrondissement 3 de Ouagadougou, avec notamment Madame le maire qui est contestée. On vous a vu sur le terrain. Certains ont critiqué le fait que vous soyez parti parce que jusqu'à présent, tout n'a pas été élucidé par rapport aux accusations qui sont formulées contre elle. Bon, mais en même temps, il faut qu'on soit clair. Ces accusations sont émanent de personnes qui ont le droit de dire ce qu'elles veulent. En quoi c'est fondé? Est-ce qu'elles ont des preuves qu'ils ont apportées? Elle est dénoncée même par des conseillers qui sont issus de son propre Oui, parti. mais est-ce qu'il y a des preuves? Vous avez des preuves? Vous savez, c'est facile. Hein. Moi, quelqu'un peut se dire, Ismaël a fait ceci, il a fait cela. Où est la preuve? Donc, on ne peut pas attendre en disant qu'il faut que ce soit élucidé avant de la soutenir. Non. Elle a été élue sur la base d'un programme du parti. Elle a suivi une procédure pour être désignée. Elle n'est pas tombée comme ça du ciel. Il y a même eu des primaires au sein du parti pour la désigner. Elle est un maire à la tête d'une majorité. Elle est l'objet d'un complot dans lequel, malheureusement, trempent des militants de l'UPC. Vous savez, comme j'ai dit, nos partis sont tellement grands que vous ne savez plus qu'on ne peut pas contrôler le caractère moral de tout un chacun. Et beaucoup de gens viennent dans nos partis-là, non pas par conviction, mais chacun a son petit objectif de la tête. Et parfois, quand il n'a pas ça, c'est plus important, l'objectif-là, que le parti lui-même. Donc, il était important qu'au niveau de l'UPC et de l'opposition, on aille la soutenir, d'autant plus qu'il y a la main du MPP dedans. Il y a un complot aujourd'hui par le MPP. Et on sait bien que le MPP ne veut pas accepter que l'UPC ou l'opposition ait autant de mairies au niveau de la capitale. Donc, ça pose problème. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on la soutienne, parce que c'est comme ça que on doit soutenir les candidats, les militants qui sont à la tête de haute responsabilité. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des accusations, mais c'est simple qu'ils acceptent la justice. Est-ce que vous, aujourd'hui, président de l'UPC, chef des files de l'opposition, vous réclamez qu'on fasse un audit de la gestion de Madame le maire de l'arrondissement 3 aujourd'hui pour faire toute la transparence? Vous savez, elle a été élue au mois de mai. Vous savez, entre mai et aujourd'hui, vraiment, il faut aller chercher des poudres à la tête de quelqu'un. Il y a pas de on dit qu'il y a des parcelles, il n'y a pas de parcelles à distribuer, mais je dis, elle-même, elle a dit non, elle a dit que si quelqu'un est capable de prouver quelque chose, elle démissionne immédiatement. Donc si l'État veut qu'il aille faire un audit, ça ne pose absolument aucun problème. Elle a déjà déclaré. Parlant de l'UPC toujours, lui, Armand Wali, que vous connaissez bien, qui vous a quitté, a fait plusieurs écrits contre le parti. Il a même dénoncé la gestion du parti. C'est ça. Il y a également votre ancien directeur de cabinet, Kaboré, qui a démissionné, qui a porté également un certain nombre de jugements sur la gestion même du parti. Tous les deux vous reprochent de gérer dans une certaine opacité l'UPC aujourd'hui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces accusations? Non, ils sont deux. Oui. Le parti fait des dizaines de milliers de militants. Hein. Rien que le bureau politique national fait 100 et quelques personnes. Donc, deux personnes peuvent parler, mais ça ne leur donne pas raison. On sait qu'Armand Wali n'est pas n'importe qui pour l'UPC tout de même. Oui, mais ce n'est pas le bon Dieu. Je m'excuse. Dans un groupe, c'est l'avis de la majorité qui compte. Personne n'est descendu de la cuisse de Jupiter. Hein. Alors, on peut avoir accès aux médias, mais ça ne donne pas forcément raison à ce que vous dites. Si tel était le cas, c'est aux militants du parti de décider et de trancher. D'abord, c'est à eux que j'ai à rendre compte. J'ajoute que eux, comme d'autres, ont quitté l'UPC. J'attends de voir comment ils vont prospérer sur le plan politique. Hein, parce que j'ai cru qu'il s'agissait de leaders politiques emblématiques, brillants. Certains ont créé des partis. On en a entendu parler le premier jour avec la conférence de presse. Depuis lors, on n'entend plus rien. Voilà. Donc, vous ne vous reprochez rien dans la gestion de l'UPC aujourd'hui? Je n'ai pas à me reprocher. S'il y a un reproche à me faire, ce sont les militants et la direction du parti qui le fait. Ce n'est pas à moi de me reprocher. Je suis élu pour un mandat. Je serai renouvelé, je crois, en 2018. J'arrive au terme du mandat. D'abord, si je suis candidat pour le renouvellement. Si je suis candidat, ils décident s'ils estiment que je continue ou pas. Donc vous êtes prêt aujourd'hui éventuellement à abandonner la présidence de l'UPC au profit d'une autre personne? Non, mais je n'ai pas dit que ce n'est pas question d'être prêt. De toute façon, je ne laisserai pas président de l'UPC toute ma vie.
Sinon, ça veut dire quand même que j'aurais échoué dans mon parcours politique. J'espère bien que non. Et puis, vous savez, la gestion d'un parti, c'est beaucoup plus une charge. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte. On voit ça de dehors comme ça. Et je suis président de l'UPC. Je dois gérer le chef de file de l'opposition. Quand vous levez le matin, 24 heures sur 24 qui sont consacrées aux aspects de la vie politique. Hein. Vous n'avez même pas le temps vous-même de vous occuper de vous-même ou d'autres choses. Donc, on aime bien pouvoir se souffler. Et à un moment donné, il est clair qu'à un moment donné, mais je ne sais pas quand est-ce, hein, je peux décider que j'ai envie d'aller faire autre chose hein, et ne pas forcément continuer à gérer un parti. Mais je répète que ce sont mes militants qui sont les seuls habilités à trancher le sort de la place et ma légitimité à la tête du parti. Pas je ne sais quel intellectuel de je ne sais pas quel haut vol qui pense qu'il a raison parce qu'il peut passer dans les médias. Alors, le mouvement syndical a été très entendu donc, sur la scène politique de l'année dernière à maintenant, ça continue toujours. Certains ont même parlé de trêve sociale. Est-ce que vous y êtes favorable, Zéphirin Diabré, pour permettre au gouvernement de continuer à travailler? Ça, c'est les syndicats qui doivent décider, ce n'est pas nous. C'est aux syndicats de voir, puisque c'est eux qui jugent le gouvernement, c'est eux qui sont en contact avec lui, c'est eux qui jugent de sa sincérité, de sa capacité à travailler ou pas travailler. Donc, c'est à eux de voir. S'ils estiment qu'en accordant la trêve sociale au gouvernement, ça lui permettra de mieux résoudre les revendications qu'il pose, qu'il le fasse. Nous, on n'a pas à se mêler de ça. Et c'est au gouvernement aussi de trouver les voies et moyens, le langage qu'il faut pour demander à ces syndicats-là de bien vouloir leur accorder cette trêve. Alors, un autre élément important, la question sécuritaire. À ce niveau, est-ce que vous pensez que les efforts qui sont faits aujourd'hui sont satisfaisants? Sûrement pas. Je ne sais pas quels sont, parce que d'abord, je ne suis pas au courant des dossiers, et c'est normal, ils n'ont pas à me dire. Mais il est clair qu'on voit bien que la menace est toujours là, elle existe, donc il faut qu'ils fassent davantage d'efforts, qu'ils fassent en sorte que notre pays puisse sortir de ces cyclones-là. On a vu des déclarations qui ont été faites ici et là, qui promettent beaucoup de choses, mais il faut que sur le terrain, ça devienne une réalité. Ce n'est pas tout à fait le cas. Le chef d'état-major, le général des armées, a fait une déclaration il n'y a pas longtemps où il déplorait le fait qu'il n'avait pas les moyens pour travailler. C'est en fait un cri de cœur qu'il a lancé. Voilà, c'est quand même un soldat qui a eu un parcours, qui a l'air aguerri. Donc quand il en vient à dire des choses comme ça, en fait, il appelle au secours. Donc il faut que le gouvernement vienne à son secours rapidement, qu'on lui donne les moyens qu'il faut, qu'on réorganise l'armée comme il faut pour qu'il puisse travailler. Alors parlant de sécurité, les policiers radiés sont venus vous voir au chef de file de l'opposition politique. Est-ce que vous êtes prêt à jouer les médiateurs aujourd'hui pour qu'ils puissent réintégrer la police nationale? Bon, d'abord, je suis prêt à transmettre leurs doléances au niveau donc, des autorités. Et je suis prêt à rencontrer la police nationale pour en comprendre davantage. Parce que jusque-là, j'ai entendu leur version. Bon, il faut que j'entende aussi là. Si éventuellement on veut que je joue un rôle, il faut que j'entende d'autres versions. C'est des dossiers compliqués. Donc, on ne peut pas sauter comme ça, bille en tête, en disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut bien entendre et écouter et voir maintenant tous les paramètres du problème. Et là, s'il y a une solution qu'on peut trouver, si je peux y apporter ma contribution, il n'y aura absolument aucun problème. Alors, on sait que Zéphirin Diabré est un économiste au plan mondial, notamment. C'est ce qu'on dit. Bon. Mais, vous ne vous reconnaissez pas ce statut d'économiste. Alors, il y a un élément important qui fait l'objet du débat, le franc CFA. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Zéphirin Diabré? Dans le franc CFA, il y a du bon et il y a du moins bon. Ce que ça a apporté de bien à notre pays, à nos différents pays, hein, c'est quand même ce qu'on appelle une certaine stabilité macroéconomique et puis une certaine visibilité. Et puis la convertibilité. Vous voyez, le fait d'avoir une monnaie qui est collée à l'euro, qui fait que quand vous vous levez le matin, vous devez aller à Paris, il suffit d'aller à la banque, le taux ne change pas. Quand vous partez aux États-Unis, parce que vous avez l'euro, le dollar, vous l'avez, c'est quand même important. Bon, mais de l'autre côté, il y a ce nombre d'inconvénients que beaucoup de gens ont noté. On estime, c'est un peu technique, hein, que c'est une monnaie un peu trop forte hein, pour nos économies, parce qu'on a souvent besoin que les monnaies soient faibles pour pouvoir exporter. Mais surtout, le fait que ce soit le résidu d'un passé colonial, c'est vu comme étant une monnaie néocoloniale, d'autant plus qu'une partie de nos réserves hein, sont logés au trésor français. Bon. Tout ça, je pense qu'il faut qu'on évolue. Nous sommes indépendants depuis maintenant 60 ans à peu près. Donc c'est bon que, plus de 60 ans, il faut qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. On peut aller de l'avant en prenant en compte la configuration un peu des économies et du monde aujourd'hui. Nous avons d'abord une sous-région qui gagnerait beaucoup à s'intégrer davantage et qui doit être un peu notre première source de richesse. On ne fait pas assez de commerce entre nous. Qu'est-ce qu'on vend à la Guinée, à la Sierra Leone, au Libéria? Qu'est-ce qu'ils nous achètent? Pratiquement rien. Donc moi, je pense que la monnaie qui est un instrument d'échange doit être conçue pour d'abord permettre à notre sous-région-là d'avoir un commerce plus dynamique. C'est pour ça que je plaiderais pour une monnaie qui soit plus sous-régionale, au-delà de l'UEMOA, voilà, et qui englobe la CEDEAO. Voilà. Mais il faut qu'on la gère selon vraiment des critères très stricts. Et un des critères qui me tient à cœur, c'est celui de l'indépendance de la Banque centrale.
C'est ça qui fait la force d'une monnaie et d'une économie. Aux États-Unis, Donald Trump ne peut pas changer la présidente de la Banque centrale, Mme Janet Yellen. Elle est là pour 9 ans. Donc, elle mène une politique qui est de défendre la monnaie. Bon. Or, souvent, dans nos régions-là, surtout dans des pays qui n'ont pas l'habitude, nous, des pays de franc CFA, on est habitué à une banque centrale indépendante. Oui, elle est à Dakar, elle est dirigée par un Ivoirien. Je suis persuadé que le président Kabore n'appelle pas tous les matins pour dire faites-moi ceci, faites-moi cela. Il y a des pays où ce n'est pas comme ça. Donc, si elles viennent avec nous, il faut qu'on soit à la même école et qu'on assure l'indépendance de la Banque centrale pour qu'elle puisse faire un bon travail. Est-ce que c'est anticipé de dire qu'il faut abandonner rapidement le franc CFA? Rapidement n'est pas le terme qui convient, mais il faut mener une réflexion pour avoir une évolution vers quelque chose qui correspond. Ouais, aujourd'hui... Vous n'avez pas une réponse tranchée, en fait, non, alors que c'est ce qu'on attend de vous. Non, en matière d'économie, il faut faire beaucoup attention. Moi, j'ai ce que j'ai, mais quand je veux sortir d'une affaire comme ça en économie, je prends mes précautions. Moi, je pense qu'il faut aller. Je pense que déjà, aller vers le sens d'une monnaie communautaire, c'est quelque chose... Ça a été arrêté, de toute façon. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire. Bon. N'oubliez pas que le commerce que nous avons avec le reste du monde a beaucoup changé. Dans les années 60-70, c'était essentiellement la France et l'Europe. Aujourd'hui, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Voilà. Donc peut-être que cette monnaie-là qui va se mettre en place peut être arrimée à un panier de monnaies. J'avais d'ailleurs fait un article il y a une dizaine d'années dans le journal français Les Échos en suggérant ça, que ce soit arrimé par un panier de monnaies dont le RMB chinois, qui doit quand même être une monnaie aussi à laquelle on doit travailler, puisque c'est devenu quand même un de nos partenaires commerciaux. Donc ça va faciliter notre insertion à travers donc, le monde et permettre que, vous voyez, imaginez si on peut aller ici de Ouagadougou à Lagos, à Freetown, à Monrovia, à Conakry avec une seule monnaie. C'est extraordinaire pour le commerce sous-régional. Ce sera véritablement l'intégration régionale. Alors, Zéphirine Diabré, en 30 secondes, oui. Est-ce que si vous avez un conseil à donner à ceux qui dirigent le Burkina Faso aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur dire en face de la caméra aujourd'hui? Le seul conseil qu'on puisse donner au MPP à son pouvoir, là, c'est d'écouter ce que les gens disent. Ils n'écoutent pas, ils sont sourds aux analyses, aux observations, aux commentaires. Il faut qu'ils écoutent. Conséquence pour eux, s'ils n'écoutent pas? Mais tout le monde sait ça dans la vie, quand on n'écoute pas, on fait beaucoup d'erreurs, ça va très loin. Il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'ils écoutent. Et le problème, quand vous leur donnez un avis et quand vous critiquez, ils voient des idées derrière. Vous savez, nous on a fait le mémorandum, ils sont tous, oui, des enfants indignes qui veulent faire des putschs sur des coups d'État, ça ne fait pas sérieux. Je te dis que tu ne travailles pas bien, tu dis que ma tête est grosse, qu'est-ce que ça a à voir? Tu m'insultes? Non. Si je dis que tu ne travailles pas bien, toi tu dois dire non, je travaille bien et tu démontres. Mais tu ne m'insultes pas. En quoi est-ce que dire qu'un gouvernement ne travaille pas bien, on est fils indigne du Burkina? Qui est indigne dans ce pays-là? Qui ne connaît pas qui dans ce pays? Ça ne fait pas sérieux. Il faut qu'ils écoutent, qu'ils soient plus humbles. C'est le retour de la malcause éventuellement? Oui, tout à fait. C'est l'arrogance du pouvoir. Mais ça, vous savez, ça mène loin. Hein. Quand vous vous amusez avec ça là, ça vous amène très très loin. Donc il faut parce que nous voulons que notre pays réussisse. Nous sommes tous de passage. Donc quand ils font des erreurs et que l'opposition y pointe, il faut qu'ils écoutent. Pour ce qui est du reste, et je rassure nos militants, sympathisants et l'ensemble des Burkinabés, notre combat va continuer avec fermeté, avec détermination, dans le cadre républicain qui a toujours été celui dans lequel nous avons mené nos activités, avec le sens de la fermeté, mais de la pondération parce que ça va ensemble. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de faire plaisir au MPP ou à je ne sais qui, c'est de faire en sorte que les problèmes des Burkinabés, leurs soucis quotidiens, soient pris en charge vigoureusement par le gouvernement. Et pour ce faire, il faut le secouer. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Zéphirine Diabré. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, vous avez toujours accepté notre invitation. Nous vous en remercions. Prie. Et on espère que les téléspectateurs ont appris beaucoup de ce passage de Zéphirine Diabré sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Ça fait la deuxième fois, 7 mois déjà. Il était passé en octobre pour parler de l'insurrection. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes.